Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de votre rendez-vous politique Surface de vérité. Pour certains, il est le Patrice Talon du Burkina Faso, un homme d'affaires qui veut conquérir la présidence du Faso. Ancien député, il a connu la prison, il a été blanchi. Il reprend son parcours politique. Depuis quelques jours, il parcourt le Burkina Faso à la rencontre des militants de son parti. Un parti qui vit des contradictions internes en ce moment. Comment en est-on arrivé là? Comment compte-t-il créer le consensus interne pour ramener son parti au pouvoir? Eh bien, nous allons lui poser les questions. Il va répondre. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, Eddy Komboigo, est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Alors, un homme d'affaires toujours prospère malgré tout, parce que c'est pas forcément le bon mariage, hein, affaires et politique. Je vais d'abord vous remercier et m'excuser auprès des auditeurs pour la voix. Vous savez ce que j'ai fait ces derniers temps. Nous avons fait des tours et la voix commence à lâcher. Fort heureusement, nous allons bientôt arrêter. On a beaucoup crié. Voilà, on a beaucoup parlé, pas crié. Voilà. Un homme d'affaires, oui, c'est ça. Qui continue ses affaires et qui a également un penchant pour la politique. Ça n'a pas pris de coup, les affaires, par rapport Bien sûr à que ça a pris un coup. Tout ce que vous prenez comme coup également sur la scène politique? Ça a pris un coup, ça a pris un sérieux coup, surtout que j'ai fait la prison. Donc, pour un expert comptable qui a fait la prison, pendant son séjour en prison, il a eu ses contrats résiliés, à juste titre, pour certains, mais par la suite, on s'est rendu compte, après 2 ans d'investigation, que Eddy Komboigo est blanc comme neige. Donc, la confiance est en train d'être reconstruite. Et je suis de ceux qui ne baissent pas les bras. Et je pense que les activités vont reprendre. Ça ne va toujours pas, mais parce que l'économie également est au bas niveau, on comprend. Mais je crois que les deux mises ensemble, c'est sûr que les affaires ont pris un coup. Mais qu'est-ce qui vous passionne autant pour la politique? Pour certains, on ne comprend toujours pas pourquoi Eddy Komboigo veut rester en politique. Tout simplement parce que j'ai regardé, une fois j'étais au barrage de Oumarou Kanazo et notre papa, et j'ai vu une bonne dame, une maman d'un certain âge, une sexagénaire, qui tenait à sa main gauche un téléphone, une technologie des temps modernes, qui pouvait rester à Yako et appeler son fils à Ouagadougou. Mieux, avec les réseaux sociaux, comme de WhatsApp, pouvait appeler son fils en vidéoconférence pour voir son fils à Ouagadougou et lui dire ce qu'elle souhaite. C'est beau de voir sa maman ou son fils de très loin. Et à sa main droite, elle tenait une daba. Une daba, un outil de production moyenâgeux que nous utilisons toujours aujourd'hui. Ça m'a beaucoup choqué. En réfléchissant, je me suis dit, mais on a fait tant d'indépendance sans qu'on puisse transférer des moyens, des technologies modernes pour qu'on puisse avoir à manger 3 fois dans la journée. Et on lui a donné une technologie hyper sophistiquée, beaucoup de salive, de nuit blanche, d'encre ont coulé pour qu'on puisse arriver à ce téléphone, à cette vidéo, à ces réseaux sociaux, qu'on vulgarise au point qu'elle, qui n'est même pas allée à l'école, elle peut utiliser en être satisfaite. Mais on ne lui permet pas, on ne lui donne pas des outils de production pour pouvoir manger et se développer. C'est choquant. Nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous devons travailler à rehausser le niveau à moderniser plutôt les moyens de production pour que notre pays puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons dire que nous avons réussi relativement aux paysans, aux braves paysannes, aux mamans braves paysannes. Mais qu'est-ce que nous faisons en réalité pour élever leur niveau de vie, pour leur donner le bien-être? Voici le sens de mon engagement politique. Je ne compte pas abandonner de sitôt.
compte pas abandonner de sitôt. En tout cas, il y a eu effectivement, comme le disait tout à l'heure, ces instants, maison d'arrêt de correction des armées. Facile à vivre pour vous? Non, enfin, c'est un passage et ça peut arriver à tout le monde. On n'est pas jamais préparé pour aller en prison, mais quand ça arrive, il faut assumer. J'ai eu des accusations tous azimuts. Après le putsch, une accusation de mon parti d'être impliqué, une accusation sur Edi Komboigo d'être impliqué. Mieux, il y a eu des ministres de la République même qui ont déclaré sur des chaînes de télévision qu'Edi Komboigo aurait donné 3 milliards de francs à son grand frère, le général Djingéré, pour opérer un putsch. Tantôt 7 milliards et même 12 milliards, j'avais entendu. Mais enfin, après 2 ans d'investigation, on se rend compte qu'Edi Komboigo n'est mêlé ni de près ni de loin. Mon séjour à la Maka, ça s'est passé comme tout prisonnier. D'abord, ils ont estimé qu'il fallait me laisser à la gendarmerie. La gendarmerie, ça m'a jamais plus souffert à la gendarmerie plutôt qu'à la Maka. À la gendarmerie, j'étais dans une villa où j'étais seul, avec 2 gardes bien armés et cagoulés, avec des casques, avec des armes assez lourdes. Pour ma modeste personne, j'ai trouvé ça rigolo. Lorsqu'on est seul, on n'a personne à qui parler, on n'a personne à qui dire bonjour. On recevait à manger et ensuite la personne repartait. Après la lecture, on n'a plus rien à faire que de rester seul. Mais je crois que quelque temps après, ceux qui m'ont mis à la gendarmerie ont estimé qu'il fallait m'amener à la Maka. Et lorsque je suis arrivé, c'était amusant parce que j'entendais le surveillant appeler, mais on le met dans quelle cellule? Apparemment, ça n'a pas été préparé. J'entendais dire, ah, mais il ne faut pas le mettre avec le général Djingéré ni avec le général Bassolé parce qu'ils vont comploter. Et non, il ne faut pas le mettre avec Léon Skoné ou Herman Yamiogo parce qu'ils vont discuter politique. Mais ils ont fait le tour et ensuite ils m'ont mis dans un quartier. C'est le cours où il y a les prisonniers, des jeunes soldats de 22 à 32 ans, avec des jeunes officiers, avec 6 jeunes officiers de 32 ans. Les plus âgés étaient 4 personnes qui sont dans le dossier Thomas Sankara. Mais j'ai été accueilli avec beaucoup de respect. Ils ont même convenu de m'appeler toujours président Choko, parce qu'on m'appelle président Choko. Mais c'était une cour où nous n'avons pas, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait un hangar 10 tôles pour 42 ou 43 personnes. C'était assez affligeant. Et c'est un passage qui vous renforce dans votre engagement politique? Vous savez, quand je suis rentré, je suis arrivé devant la cellule, j'ai pensé une chose. Mon internat au CG de Tinkodgo, où les lits étaient surmontés et où nous avons des box de 8 personnes. 4 lits surmontés, ça faisait, au CG de Tinkodgo, ça faisait 8 personnes. À l'intérieur de la cellule, c'était la même chose. 4 lits surmontés et un lit au milieu. Nous étions 9. Donc je me suis dit, dis-toi que tu es à l'internat. Et ça m'a donné beaucoup de force pour passer ce temps-là que je devais rester. Alors aujourd'hui, blanchi, c'est un sentiment de dégoût vis-à-vis de la justice? Pas du tout. Ça peut arriver à n'importe qui, pourvu seulement que dans un pays de droit, la justice soit équitable pour tous et que l'on laisse libre les magistrats faire leur travail sans pression aucune et que les magistrats soient suffisamment consciencieux que c'est un dossier pénal et qu'ils ne peuvent que dire le droit que les législateurs ont mis en place, punir celui qu'on doit punir et relaxer celui qu'on doit relaxer. Et je pense que pour ce qui me concerne, le droit a été dit. Le droit a été dit, vous avez été blanchi. Et je souhaite que ça soit la même chose pour le reste. Pour le reste, vous avez été blanchi, allez-vous demander réparation? J'avais dit que je ne vais pas demander réparation à l'État burkinabé, parce que je sais que l'État burkinabé est déjà pauvre.
n'arrive pas à boucler le budget des années depuis 2015, 2016 et même 2017. Nous sommes en déficit budgétaire. Mais j'ai dit que ceux qui ont eu la maladresse de résilier les contrats de mes sociétés, parce que Eddy Komboigo était en prison, ont eu tort, parce que ce n'est pas des contrats intuitu personnels, c'est-à-dire liés à ma personne, mais des contrats avec des sociétés. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et contre eux, j'ai engagé des poursuites judiciaires. Vous avez produit combien à peu près? Suffisamment beaucoup d'argent. D'accord. Alors, que dire du procès du Push en cours actuellement? Il y en a qui estiment que c'est un procès politique. C'est votre avis? Enfin, les deux se joignent. Parce que je ne vois pas la présence de certains civils qui sont toujours là. Nous avons encore des camarades qui ont toujours leur nom dans le dossier. Je pense que le CDP n'est pas mêlé. Et si le CDP n'est pas mêlé, ils ne sont pas mêlés. Et je pense que bientôt, si le droit est dit, ils seront relaxés. J'ai foi. Mais malheureusement, avec le début du procès, nous constatons qu'il y a beaucoup de tergiversations autour de la composition de la juridiction pour juger. Le juge président a été remis en cause. Malheureusement, il a été maintenu. Je crois qu'on a suffisamment de juges au Burkina Faso. Ce n'est pas la peine d'insister et des juges intègres. S'il y a un ou l'autre qui est recusé, il faut accepter, jeter l'éponge. Dans tous les cas, les juges qu'on va nommer, si c'est la référence, c'est le même droit écrit et le droit pénal de notre pays, on atteindra les objectifs. Donc il n'y a pas lieu que la partie civile ou le gouvernement insiste à maintenir des juges récusés. C'est mon avis personnel. Il y a la question des témoins, par exemple. Ben, écoutez, le Moronaba, Monseigneur Paul Ouedraogo, pour certains, il y a des chefs d'État qui sont cités. Oui, bien sûr. Pour certains, c'est quand même difficile à croire et à accepter. Ça paraît surréaliste de les envoyer en tribunal. Mais c'est votre législation qui a dit que tout le monde doit avoir droit à la justice. Équité à la justice. Partie civile comme prévenu. S'il y a des témoins qui ont été cités, dont leur intervention peut amener les gens à connaître la vérité, et je crois que le peuple burkinabé souhaite avoir cette vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est impossible? Tout est possible s'il y a la volonté. Quand Moronaba, par exemple, vient témoigner? Ça dépend de lui et ça dépend des juridictions. D'accord. Alors, le CDP, retour à la mobilisation, l'a constaté depuis quelques semaines déjà, de Wayogouya à Pau, en passant par Rewo, Koudougou, Bobo Dioulasso. On a vu, à chaque sortie, c'est une foule immense qui vous accompagne. Est-ce qu'on peut dire que c'est là le retour véritablement du CDP? Vous savez qu'en 2015, lorsque j'avais été désigné à la tête de ce parti, il y avait l'euphorie un peu partout. Nous avons fait les 13 régions et nous avons mobilisé le même monde, ce qui a peut-être poussé les uns et les autres à nous disqualifier au niveau de la présidentielle et puis des législatives. Et après cela, nous avons, le jour même du putsch, procédé au changement de l'ensemble des candidats disqualifiés. Et le putsch a eu lieu, on nous a encore accusés, on a encore changé les candidats et nous sommes sortis avec 18 députés. C'est dire que le CDP est un grand parti ancré au Burkina Faso. Vous gardez votre assise nationale? Un parti de cœur les uns les autres et nous gardons nos assises dans les 45 provinces. Certes, des militants sont sortis, regagnés d'autres formations politiques. D'autres hésitent encore, mais il reste des militants intrépides qui sont là. Et
le fait que je sois revenu à la tête du parti a redonné confiance à un certain nombre de militants qui ont manifesté encore leur joie de me venir installer les structures géographiques de mon parti. Une question de conviction, parce que pour certains, c'est juste une question de billet des banques. Il faut respecter le peuple burkinabé, il faut respecter les militants, il faut respecter les Burkinabés. Ils ne sont pas achetés. Ils ont des convictions. Ils savent que le CDP a un programme, un bon programme qui va aboutir au bien-être des populations. Et c'est leur seule conviction qui les fait sortir de chez eux et de nous regagner. Vous savez, en Morée, on dit que l'œil peut regarder ce qu'il ne souhaite pas, mais le pied ne peut pas vous amener là où vous ne voulez pas. Il faut falloir que vous vous déplaciez. Nous n'avons pas attaché qui que ce soit. Ils sont venus d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qui explique parce qu'ils sont convaincus ce regain de confiance, justement? Parce qu'ils savent que le CDP est un grand parti, un parti de paix, un parti du pardon, un parti qui prône la réconciliation au Burkina Faso, un parti non vengeant, un parti qui a toujours conquis et géré le pouvoir par les urnes et pas autrement. Et qui a fait ses preuves. Certes, il y a eu des insuffisances. Je n'ai pas dit que le bilan du CDP est toujours positif, mais comparé à ce que nous avons vécu sous la transition et ces 2 ans et demi de gestion de la majorité en place, il y a beaucoup à redire. C'est peut-être ce qui leur donne plus de force de revenir à leur parti d'origine. Au Burkina, on a constaté que c'est surtout les partis au pouvoir qui ont cette force de mobilisation. Comment ça s'explique pour un parti de l'opposition arriver effectivement à mobiliser de tel monde? Comment ça s'explique? Qui finance ces mobilisations? Ça veut dire que la démocratie est en train de s'implanter réellement et que le Burkina est l'un des pays les plus politisés du monde. Je dis du monde, pas de l'Afrique, du monde. Partout, les gens parlent politique, parlent de leur quotidien. Et quand ça ne va pas, ils indexent le gouvernement, ils indexent la gouvernance. Si la gouvernance n'est pas capable de donner satisfaction à leurs requêtes quotidiennes, ben, c'est sûr que chacun va s'exprimer. On n'a pas besoin de déverser de l'argent pour faire sortir les gens. Ce n'est pas des budgets importants, c'est des budgets d'organisation de la cérémonie. Mais surtout ça, rien que l'organisation de telles sorties, ça nécessite des moyens. On a ouï dire que c'est personnellement la personne du président qui s'investit. Je vous dis que Edi Komoïgo ne fait pas comme le CDP d'antan. Vous ne verrez pas de cars et de militants transportés d'une localité à une autre. Les gens viennent par leurs moyens, mettent du carburant dans leur engin et se déplacent sur les lieux des manifestations. Mais pour le peu d'organisation, est-ce que c'est une contribution de l'ensemble du... Vous avez constaté d'ailleurs que dans ces sorties, il y a certaines têtes de la direction du CDP qui ne sont pas là. C'est un choix délibéré de ne pas faire venir tout le monde. Nous sortons et c'est un test pour nous d'évaluer la capacité de mobilisation de nos structures géographiques. Et dans certaines zones, il y a plus de personnes, dans d'autres, il y a moins. Et cela nous permet de faire un diagnostic et certainement de redéfinir un programme de mobilisation davantage. Ça vous coûte suffisamment en tant que président? Ça nous coûte certainement des forces physiques, psychologiques. Et aujourd'hui, après toutes ces sorties, qu'est-ce que vous dites par rapport effectivement à la force du parti aujourd'hui, du CDP? Non, mais je vous dis, le CDP était la première force. Par des méthodes antidémocratiques, on a voulu amener le CDP à disparaître de la scène politique. On n'a pas réussi. À l'affaiblir, ils en ont certainement réussi. Même dans l'affaiblissement, les uns et les autres n'avaient pas toujours confiance. Et si on laissait le CDP compétir, ils arriveraient au pouvoir. On nous a exclus. Nous avons pris acte. C'est une décision du Conseil constitutionnel, bien qu'à l'époque, le président du FASO ait dit que personne ne serait exclu dans un discours. Et que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ait donné raison à l'ex-majorité que nous étions, qu'aucun député ne peut être exclu, poursuivi, arrêté,
emprisonnés pour une opinion émise. Encore que nous n'avons pas pu émettre cette opinion les 30 et 31. Il s'agit de pseudo-constitutionnalistes. Vous savez de qui je parle, il se reconnaîtra. Où ils se reconnaîtront, qui ont conçu un pacte accessoire qu'ils ont attelé à la Constitution pour pouvoir légitimer les organes de la transition. Cela n'est pas démocratique. Parce que le Parlement qui avait été mis en place, c'est un Parlement non élu. Dans un pays démocratique, le Parlement est élu. Les décisions qui ont été prises pendant la transition n'engagent que ceux qui les ont prises. Aujourd'hui, nous constatons que des élections ont été réalisées pendant la transition. Un parti a été élu, qui a pu composer avec d'autres partis pour constituer une majorité. C'est à eux de gérer et de montrer qu'ils sont capables de faire mieux que le CDP à l'époque. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'on constate actuellement. Ce n'est pas ce que l'on constate. On a vu le Premier ministre récemment, au niveau de l'Assemblée nationale, qui a peint un Burkina Faso qui avance, qui est sur les voies de l'émergence. Il est le seul Burkinabé à penser que le Burkina avance actuellement. Il y a une croissance de 6,7%. Il doit avoir pitié des Burkinabés. C'est un bond en avant. Lorsqu'il parle de cette manière, lorsqu'il s'excite de cette manière à l'Assemblée. C'est un spectacle désolant que les Burkinabés ne souhaitent pas suivre. Ce que l'on constate, c'est que le revenu des Burkinabés ne fait que baisser. L'économie est au bas niveau. Le front social, les syndicats ne font que revendiquer et l'insécurité s'installe. C'est ça le quotidien du Burkinabé. S'il n'arrive plus à vendre, l'opérateur économique ou le commerçant ou le secteur informel n'arrive pas à vendre, si le fonctionnaire n'est pas content, il passe tout son temps à gréver, aller en grève. Et si les grandes industries n'arrivent plus à produire, vous voyez que si au niveau agricole, nous en faisons les déficits au point de décider de donner 14 milliards de subventions pour rééquilibrer les comptes, ce sont les impôts des uns et des autres qui y vont. Cela montre l'absence d'une politique pour sortir notre pays de sa situation. Le PNDS est pourtant là. Le PNDS n'est qu'une compilation d'idées. Il n'y a aucun programme écrit. Il n'y a aucun projet écrit. Vous savez, c'est très simple de faire un PNDS de cette manière. Donnez-moi 30 minutes, je vous sortirai un PNDS. Il ne s'agit pas d'aller voir, dire, sur la route de Yako, Koudgou sera bitumée. Et pour l'estimer, on prend la distance en disant il faut 500 millions par kilomètre, on multiplie en disant voici un projet, et rentrer dans les campagnes et dire on va vous faire ci, on va vous faire cela, sans en avoir fait les études préalables. Je suis expert comptable. Un projet s'écrit. Il n'y a aucun projet écrit. Si vous n'avez pas de projet écrit, comment vous pouvez-vous aller devant un bailleur de fonds pour le convaincre de décaisser? Je crois que les gens ils pensent qu'ils sont en train de créer les projets maintenant. Quel temps leur reste-t-il pour mettre en place? Il y avait déjà quelques projets mûrs qui devaient bénéficier de financement. Il s'agit des programmes des anciens gouvernements, le gouvernement de CDP à l'époque, qui sont toujours en cours. Ce qu'ils ont pu réaliser. Il y a des routes, par exemple. Ce sont des pseudo-routes. C'est des morceaux de routes construites à Zogona, dans les quartiers, où le ministre des Infrastructures devrait avoir honte de se présenter là-bas. C'est le maire local qui devait sortir, ou le maire de la ville de Ouagadougou, mais pas traîner tout un gouvernement pour aller inaugurer une route de moins d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres. C'est honteux. Je vous assure, la gestion d'un pays va au-delà de cela. Et je crois que c'est un appel que je leur laisse. Vous êtes allé à Bobo, vous avez pu voir quand même quelques routes réhabilitées, bitumées. De routes réhabilitées et bitumées. La réhabilitation d'une route ne fait pas un programme gagnant et structurant pour une économie comme la nôtre. Nous attendons de grands projets structurants qui rapportent des revenus, qui donnent de l'emploi des marchés à nos entreprises. Il y a par exemple le programme Startup par exemple, à notre jeunesse. Pour la jeunesse.
Non, je pense que les gars, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit qu'en 90 jours, ils vont résoudre le problème de la jeunesse. Je crois que les plus frustrés aujourd'hui, c'est la partie jeunesse. Et ce sont ces mêmes jeunes qui sortent et qui accompagnent le CDP. Donc pour vous, vous semblez tout mettre en noir, pourtant il y a quand même des points d'acquis. Prenez le secteur de la santé avec ce qui permet aujourd'hui aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans de bénéficier de gratuité de soins par exemple, avec ses limites, mais il y a eu quand même des choses qui ont été faites. L'idée est bonne. Nous sommes tous d'accord avec l'idée de donner la gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans. Mais il faut une organisation pour qu'on atteigne les résultats. Il ne s'agit pas de prendre une décision, un décret pour arriver à ces fins. Il faut une organisation, il faut un approvisionnement, il faut d'abord un diagnostic pour savoir de quelle maladie souffrent ces enfants de 0 à 5 ans. Il faut donc repérer ces maladies, chercher les médicaments, approvisionner les médicaments, nos centres de santé en médicaments sur toute l'étendue du territoire. Nous constatons que ces mêmes femmes vont avec leurs enfants, on leur dit que c'est une gratuité, mais ils n'ont pas de médicaments. Elles sont obligées de repartir dans les pharmacies, acheter des spécialités. Donc je pense que ceux qui vont évaluer la gratuité des soins se rendront à l'évidence que les résultats ne sont pas atteints. Il y a des barrages qui sont construits, il y a des forages, il y a... Dites-moi où vous avez eu des barrages construits. Secteurs. Dites-moi le forage, là, ça s'est passé peut-être dans votre village. Moi, je n'ai pas encore vu. Non, et pourtant, où? Et pourtant, il y en a eu quand même. Pourtant, on a vu faire le bilan ici avec le ministre. Il y a quand même des choses qui sont faites. Mais rappelez-moi, parce que moi, je n'ai pas vu. Voyez-vous, on peut donner des idées, on peut se donner, c'est des envies. Je ne dis pas que la majorité actuelle n'a pas envie de le faire. Aujourd'hui est presque opérationnel. La majorité actuelle a certainement envie de le faire, mais elle n'a pas les capacités de le faire. C'est ce que je constate. Samandinie n'est pas un projet du nouveau régime. Samandinie a commencé bien avant. Mais une chose est de commencer, une chose est de terminer également. Mais bien sûr. Mais parce qu'on termine quelque chose que l'on doit s'arroger le droit de dire que c'est sa réalisation. Il faut d'abord rendre hommage à ceux qui ont initié, ceux qui ont demandé, fait l'étude technique, ceux qui ont mobilisé les ressources. Vous ne faites que suivre la réalisation. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, le solaire aujourd'hui, avec le mix énergétique, il y a des choses qui ont été faites. Qu'est-ce que ça rapporte dans la production de l'énergie de la Sonabel? J'ai vu même les miniers qui sont en train de dire, qui sont en train de faire des centres solaires. Qu'est-ce que ça représente? 0,1%, 2%, j'en sais rien. Mais c'est loin de résoudre le problème énergétique du Burkina. Vous constatez qu'actuellement, partout, il y a des coupures d'électricité. J'espère que vous n'allez pas dire encore que c'est le CDP qui est derrière les groupes électrogènes ou les plaques solaires pour les couper. Non, je ne pense pas. mais vous avez entendu le Premier ministre à l'Assemblée, il l'a clairement dit, hein, c'est ceux qui étaient là, 37 ans, 40 ans, qui n'ont rien fait justement. Aujourd'hui, les problèmes du Burkina, c'est en partie à cause de vous, ex-majorité. Lui, il était où? Il était peut-être ailleurs en train d'acheter des villas et d'investir ailleurs. Il faut investir dans son pays. Quand on est Premier ministre, quand on a l'allure d'être Premier ministre, on investit d'abord dans son pays avant d'investir ailleurs. Toujours est-il qu'il a peint une situation, il a reconnu quand même qu'il y a des insuffisances, mais il reconnaît aussi que vous n'avez pas facilité la tâche, vous. Lui-même n'a pas de parcelle au Burkina. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il veut venir sauver le Burkina. Je dis que c'est très bien, mais je ne vois pas venir. Nous attendons, ça fait 2 ans et demi qu'il est là comme Premier ministre, nous ne voyons pas venir. Et nous ne pensons même pas que ça va venir, parce qu'il faut d'abord écrire les projets, aller convaincre les bailleurs de fonds. Ce n'est même pas nous qui le disons, c'est leurs bailleurs de fonds qui disent. C'est la Banque mondiale, c'est le FMI qui disent que le PNDS n'est pas à la hauteur. Il y a également des accords qu'ils signent un peu partout sans se rendre compte des conséquences sur notre économie, notamment les accords bancaires où on limite les capacités de financement
des banques. Ou parfois, on cherche n'importe qui pour être administrateur des banques. Il s'agit de ceux qui donnent leur argent, qui administrent leur argent et qui gèrent leur argent, qui décident à qui il faut donner à présent. Mais tous ces accords qu'ils viennent de signer vont mettre notre marché financier à genoux. Et si le marché financier est à genoux, les entreprises privées et publiques ne pourront plus lever de financement sur le marché financier. Ils se retourneront vers qui? L'État ou les banques de développement régionales ou des banques de développement comme la Banque mondiale, le FMI, qui nous imposeront leur vision de gestion. Nous ne pouvons pas être un pays où notre politique économique ou de financement est dictée par des bailleurs de fonds internationaux. Ça a toujours été comme ça, même quand le CDP était au pouvoir. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, à l'époque, je me rappelle encore que j'étais commissaire aux comptes dans une des sociétés où la Banque mondiale et le FMI avaient demandé de privatiser l'ONEA. Nous avons catégoriquement refusé. Ils ont demandé de privatiser la Sonabel. Nous avons catégoriquement refusé. Ils ont demandé de privatiser la Sonabi. Ils sont là. Ceux qui ont géré à l'époque et qui ont su qui a décidé en réalité de ne pas privatiser, c'est le chef de l'État à l'époque. Et ils constatent qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Si on les avait privatisés à l'époque, on aurait eu encore plus de déficit. Mais enfin, c'est à eux de gérer et de montrer qu'ils peuvent faire mieux que le passé. Parce que regardez chaque fois dans les rétroviseurs, en disant que c'est les autres qui sont à la base de la situation actuelle, c'est possible. S'il y a des erreurs qui ont été faites, maintenant que vous êtes au pouvoir, faites mieux. Et le peuple n'en demande pas plus que ça. Faire mieux, on peut vouloir faire mieux, mais l'environnement, effectivement, le climat ne le permet pas. C'est par exemple sur la question sécuritaire, où là encore, effectivement, on vous accuse d'être quelque part responsable de cette situation sécuritaire assez difficile aujourd'hui, qui n'encourage pas les investisseurs. On accuse qui? On l'a vu avec l'attaque du 2 mars, il y a eu encore des sorties. Le ministre de la Sécurité à l'époque, Simon Compaoré, il y a quelques mois de cela, était sorti pour annoncer qu'effectivement, il y a eu des accords secrets de par le passé. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est attaqué. Vous savez, le problème de la sécurité, c'est un problème qui tient à cœur à tous les pays. Si vous voulez que je vous donne mon avis, je vous ai dit tantôt que les coupures d'électricité, le CDP n'est pas derrière les groupes électrogènes ou les plaques solaires de la Sonabel pour les couper. Les coupures d'eau, ce n'est pas le CDP qui est là pour aller fermer les châteaux d'eau. C'est une incapacité de production de ces structures. De la même manière, au niveau sécuritaire, le CDP n'y est pour rien. Personnellement, nous sommes pour rien. C'est aussi affligeant pour nous de constater que notre pays reçoit des attaques répétitives et que l'on n'arrive pas à arrêter ces attaques. Ça ne fera plaisir à aucun compatriote de voir que l'on tue ses frères chaque jour sans qu'il y ait une réaction. C'est pourquoi nous avons condamné fermement ces attaques. Nous ne pouvons pas tolérer ces attaques répétitives. En même temps, vous avez eu des propos qui ont quelque peu choqué sur cette question de sécurité, sur le fait que si le CDP revenait au pouvoir, vous avez la solution. Mais vous étiez là quand je disais ça. J'en arrive, je vais vous répondre. Nous avons condamné et nous condamnerons toujours. Le CDP n'utilise pas la violence pour arriver au pouvoir. Le CDP n'est mêlé ni de près ou de loin à des attaques jadis. Je vous le dis pour de bon. Sachez-le. Et le CDP condamnera toujours. Nous sommes allés, juste avant-hier, donner notre solidarité à l'ambassade de France. Nous avons fait une note pour soutenir les forces de défense et de sécurité, et montrer la solidarité de notre parti. Ça veut dire que nous n'accepterons pas que des bandits attaquent nos compatriotes et notre territoire. Donc nous ne pouvons pas aller comploter avec eux. Si des gens pensent que c'est nous, c'est peut-être politique, des déclarations politiques pour nous fragiliser, parce que les gens se rendent compte que le CDP est en train de se restructurer, est en train de mobiliser. Mais cette mobilisation, c'est le programme du CDP qui attire.
et également l'incapacité de la gestion actuelle qui fait que le CDP, les gens sont frustrés et reviennent au CDP. Ceci dit, les propos dont vous parlez, je ne sais pas d'où vous tenez ça. Pour parler de la sécurité, il faut 4 choses. Je vous dis la réalité. Il faut un peu de forces de défense et de sécurité, un peu de renseignement, un peu de médiation, de diplomatie et beaucoup d'économie. Vous voyez, le djihadisme, ce que je pense, ne peut pas être attaqué seulement par les forces de défense. Parce que les pays les plus armés sont toujours attaqués. Si c'était l'arme qui chassait les djihadistes, je crois que la France ou les États-Unis ou d'autres pays n'auraient pas ces attaques. Donc, il faut mettre un peu du tout. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, ils peuvent copier, mais il faut bien copier. Si nos populations, si vous n'avez pas de renseignements, vous ne pouvez pas anticiper sur des attaques. Le Burkina avait un réseau de renseignements très poussé, qui pouvait anticiper et entendre les sons et anticiper pour éviter ces attaques. Si vous n'avez pas de diplomatie, une vraie diplomatie, pas ce que nous sommes en train de constater, une vraie diplomatie à l'international, vous ne pouvez pas repousser ces attaques-là. Et ensuite, si vos populations meurent de faim et de soif, si les jeunes meurent de faim et de soif, ils seront tentés à la moindre proposition de ces personnes-là. Et ils se feront avoir. Donc, voilà les 4 raisons, les 4 solutions qu'il faut conjuguer et mettre en synergie. C'est cette solution que vous comptez apporter justement? Pour que les armes se taisent. Le CDP n'est pas ne boxe pas en dessous de la ceinture. Le CDP est un parti fort, conquérant, qui a toujours conquis son pouvoir par les urnes et n'entend pas conquérir le pouvoir autrement que par les urnes. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur votre parti, la situation. Il y a des bisbilles au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès. Apparemment, il y a des querelles de leadership actuellement. On a vu cette sortie de Léonce Koné. On entend un peu ça et là. D'ailleurs, lorsque vous devez revenir pour mettre fin à l'intérim par rapport à la présidence du parti, on a vu des écrits dans la presse. Apparemment, ce n'est pas le consensus, ce n'est pas la sérénité, la cohésion au sein du CDP aujourd'hui. Dans l'apparence. Vous savez, le CDP a suffisamment de ressources pour remonter. Et on l'a déjà démontré. La preuve est que je suis aujourd'hui le président du parti. Et nous sommes à la veille d'un congrès qui doit remettre une nouvelle direction en place. C'est donc de bon ton que les ambitions naissent, que les ambitions se cultivent. Mais nous restons des protagonistes, pas des adversaires, encore moins des ennemis. On comprend les uns les autres, mais nous irons au congrès et je suis persuadé que nous allons avoir un congrès avec beaucoup de succès. Et le CDP s'est remonté tout ce que vous appelez, vous avez dit pas de cohésion, pas de ci, pas de ça. Et puis voilà, on va continuer. Il y a des faits. Parlons par exemple des sorties de Léonce Koné. Récemment, on l'a vu dans la presse, qui est sorti, qui indirectement semble dire que voilà, n'est pas d'accord être d'accord avec votre démarche par rapport à ces mobilisations, qui estiment que ce n'est pas de cette façon-là que le CDP va retrouver ses lettres de noblesse. On l'a vu aussi avec cette lettre secrète privée adressée au président fondateur Blaise Compaoré, où Léonce Koné lui demandait d'accepter sa démission, même s'il est encore revenu pour quelque peu recadrer un peu les choses par rapport à cette sortie, par exemple. Lui, il s'appelle Léonce Koné. Moi, c'est Edi Komoïgo. Mais il est clair qu'il y a des divergences de vues. C'est normal. Je vous dis que dans un parti, on est des protagonistes et c'est tout à fait normal. Il défend sa position
et moi la mienne. C'est quoi le problème aujourd'hui avec Léonce Koné? Je n'ai aucun problème avec Léonce Koné. Moi, ma vision du parti, c'est l'unité du parti, rassembler le plus large possible. Vous avez vu, chaque fois que je sors, j'appelle à un large rassemblement. J'invite même ceux qui ont eu tort de nous quitter de revenir. Donc je ne souhaite pas perdre un seul militant, y compris Léonce Koné. Maintenant, la liberté d'adhérer lui appartient. Léonce Koné, Achille Tapsoba, il y a aussi Juliette Bonkougou, quelque part, qui semble avoir des appétits par rapport à ce congrès. Finalement, il y a des risques d'implosion. Pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être d'autres, mais je ne sais pas. Vous savez, jusqu'à présent, le CDP n'a même pas encore ouvert le dossier des candidatures. Nous avons mis un comité d'organisation en place qui est en train de travailler sur les thèmes et ensuite qui va mettre un comité de choix avec des critères de candidature. Et c'est au vu et au su de ces critères que les uns et les autres doivent maintenant envoyer leur dossier. Il n'y a aucune commission qui a reçu un seul dossier de candidature au CDP. Mais ça va venir. Nous ne sommes pas pressés. Je ne sais pas quelles sont les sources de renseignement du camarade Léonce Koné, mais peut-être qu'il a ses sources, mais moi j'en ai pas encore. Je suis le président du parti. Et jusqu'à ce que ces structures-là soient mises en place et que l'on recueille des dossiers de candidature, à ce moment je pourrais vous parler. Mais en attendant, c'est tout à fait normal et la presse s'en délecte lorsqu'il y a des choses comme ça. On grossit le problème au point de dire que le CDP risque une implosion. Le CDP n'implosera pas, si ça peut vous rassurer. Mais là, on sent que là, vous êtes en campagne. Juste pratiquement, quand on vous voit toute cette tournée à l'intérieur du pays, cette chasse aux militants, avec ces installations de secrétaires généraux au niveau des provinces, vous êtes en train justement de ratisser l'âge par rapport à ce congrès. Je suis en train, avec les autres camarades, de donner une vitalité au parti. Je ne suis pas en campagne. Ah bon? Certainement. Parce que c'est l'impression que ça donne quelque part. Vous êtes en train de préparer votre réélection. C'est vous qui avez cette impression. Moi, je suis en train de donner une vitalité, une visibilité du parti pour convaincre ceux qui hésitent encore de venir au CDP. Est-ce que finalement, ce n'est pas une guerre donc, de génération actuellement? Il y a votre tendance qui rassemble peut-être la jeunesse, mais il y a en face ces classiques, ces anciens qui sont là, Léonce Koné, Juliette Bonkougou, Achille Tapsoba. Est-ce que ce n'est pas finalement un conflit, une guerre de génération? Il n'y a aucun conflit, encore moins une guerre au CDP. Il y a des avis, il y a des positions, parfois convergentes, parfois divergentes, que nous tentons d'analyser et de contenir, qui débordent parfois, mais que nous essayons encore de retrouver la solution à l'intérieur du parti. Il n'y a pas une guerre de génération. Tout le monde sait qu'une vie a plusieurs étapes, 4 étapes. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a la maturité et il y a la sénilité. Et on s'en va. Lorsque vous êtes militant également dans un parti, il faut savoir qu'on passe par cette vie-là. Nous allons un jour ou l'autre céder la place à de plus jeunes. C'est tout à fait normal. Et je crois que le peuple burkinabé doit s'enorgueillir, et vous également, d'expliquer que dans une vie, lorsque l'on a fait le cycle, on doit négocier la porte de sortie, non pas pour aller à la retraite, parce qu'on ne va pas en retraite politiquement, mais pour se reconsidérer, pour plutôt devenir un conseil pour les plus jeunes. Lorsque les plus jeunes actifs, qui montent les escaliers 2 à 2, savent qu'à l'arrière, ils ont les conseils avisés de leurs prédécesseurs, ils sont davantage encouragés pour faire mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de construire au niveau du CDP. Pour un parti qui a perdu le pouvoir et qui espère le reconquérir, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a encore des
ce genre de situation où à l'interne déjà il y a des guerres de positionnement, qu'est-ce qui fait que le CDP n'est pas en mesure aujourd'hui de dégager un consensus autour d'un candidat? Déjà qu'en 2015, vous avez eu des difficultés. On s'est dit qu'avec tout ce temps, peut-être vous avez eu le temps de dégager un consensus par rapport au leadership du parti pour aller tranquillement aux élections. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que nous sommes un parti démocratique où on laisse les uns les autres s'exprimer, exprimer leurs envies, leurs besoins, leurs visions, et qu'ensemble, on jugule ensuite. Et puis, mouline, on sort les nouveaux dirigeants. Mais ça va s'arrêter. Je suis confiant. Est-ce qu'en amont, on sait qu'un congrès, c'est des tractations, c'est des discussions, c'est des compromis qu'on fait justement pour en sortir peut-être grandi, réunis? Est-ce qu'actuellement, on peut dire que la dynamique est dans ce sens? Mais si nous avons mis un comité d'organisation, c'est que nous allons passer par toutes ces étapes. Rassurez-vous, vous viendrez au congrès du CDP, il y aura une mobilisation massive. Je lance d'ailleurs un appel à l'ensemble des militants de venir démontrer la force du CDP, montrer que le CDP que l'on a voulu classer comme troisième force n'est que une vision, une illusion. Le CDP demeure la première force politique nationale. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes conscient que si au sortir de ce congrès, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas le consensus autour du leadership, forcément, vous partez aux élections handicapées? Il y en aura le consensus. Parce que on entend dire qu'il y a effectivement des velléités de dissidence pour créer un nouveau parti. Je suis le président du parti, je n'ai pas entendu cela. Ah bon? Non. Vous avez pu l'entendre justement dans la presse, par exemple. Mais la presse dit ce qu'elle veut. La presse spécule. La presse veut vendre sa communication. Mais nous sommes un parti serein. Nous avons des ressources, des gens posés qui réfléchissent de l'intérieur, qui produisent des documents et qui définissent les cadres, les voies et moyens à suivre pour aboutir à un consensus, pour arriver à la cohésion sociale. Parce que nous avons, pour ce qui compte pour le CDP, c'est le bien-être du Burkina Faso, le bien-être des Burkinabés. Donc, si nous sommes CDP, ce n'est pas pour individuellement pour chacun, mais c'est pour les autres. Et nous avons cette compréhension, c'est ce qui fait la force du CDP aujourd'hui, que vous cherchez à démonter, et certains ne comprennent pas, malgré tout ce qu'on a fait au CDP, il reste vivant. Parce que le CDP n'a pas d'intérêt personnel, c'est l'intérêt des populations. Et les populations s'y reconnaissent. On a envie de dire qu'aujourd'hui, si le consensus semble difficile à trouver, c'est parce que aussi il y a des suspicions autour de certains leaders qui seraient des amis du MPP, par exemple. Quel consensus? Je vous dis qu'il n'y a aucun candidat déclaré pour qu'on cherche d'abord un consensus. Il n'y a même pas l'organe de choix ou de proposition des dirigeants du CDP. Pour que vous parliez de consensus. Vous voyez, vous anticipez. Restez serein et calme. Le CDP va s'en sortir au moment venu. Et je reviendrai ou quelqu'un d'autre reviendra pour vous expliquer ce qui va se passer. La solution pourrait venir d'Abidjan? Pourquoi Abidjan? Le père fondateur. Qu'est-ce qu'il y a à Abidjan? Le fondateur est à Abidjan. Le fondateur, oui, nous avons des relations avec le fondateur du parti. Il demeure le fondateur du parti. Mais le fondateur souhaite que ce qu'il a laissé comme les héritiers lui fassent honneur en trouvant toujours un consensus à notre sein. Ce n'est pas le parent. Non. Ah bon. Nous sommes loin d'être... Ce n'est pas comme aux parents. Non. C'est un parti démocratique. Le fondateur n'a pas son mot à dire sur si, certainement. L'élection du nouveau président? Si, certainement. Ou le candidat du parti à la présidentielle? Il n'influence pas suffisamment. Ici, c'est un monsieur très réservé. Parce que du haut, on a comme l'impression que tout se décide à Abidjan. Oh non, c'est une impression. Ah bon? C'est une impression. Parole du président du parti.
Alors, Eddy serait-il prêt à renoncer pour la survie du parti? Renoncer à quoi? À la présidence? Je ne vous ai dit qu'il n'y a même pas encore de candidat. Écoutez, renoncer, ça veut dire qu'on est déjà candidat. Mais vous serez candidat. Il n'y a même pas de candidat. Au moment venu, vous serez candidat à votre succession. Au moment venu, vous serez informé. Moi, je vous dis, à l'heure où je vous parle, que nous n'avons pas encore la structure pour choisir, nous n'avons pas encore ouvert le dossier pour recevoir les candidatures. D'accord, on attendra donc de voir. Soyez patient. Alors, on va parler un peu de perspective. Hein. Le vote des Burkinabés de l'étranger, c'est un sujet. Récemment, vous étiez au niveau de la présidence, où le chef de file de l'opposition politique a été reçu par le président. La question a été abordée. Est-ce que vous y croyez pour 2020? Le chef de l'État lui-même nous a dit que c'était un engagement depuis 20 ans et qu'il va falloir concrétiser. Depuis 20 ans, je n'étais pas dans le gouvernement. Je crois que ceux qui étaient, ils savent de quoi ils parlent. Ça veut dire que c'est un engagement fort. Il faut qu'il y ait la volonté politique. La volonté politique s'affiche au niveau de l'opposition et doit s'afficher au niveau de la majorité. Si nous avons la même vision, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas voter les Burkinabés de l'étranger. Donc, la concertation que nous avons eue, lancer des voies, soit réaliser une élection d'abord avec le référendum qui va avoir lieu bientôt, et ensuite voir sur quel document de base aujourd'hui les Burkinabés de l'étranger doivent pouvoir voter. Je crois que la volonté y est et il faut s'accompagner et aller assez vite et préparer pour que nous puissions respecter les délais en 2020. Voilà. Sur cette question justement du vote des Burkinabés de l'étranger au CDP, quelle est votre position? Pour vous, c'est un impératif, il faut que les Burkinabés de la diaspora votent en 2020? Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'ensemble du peuple burkinabé. C'est une promesse. Un gouvernement, quand il prend une décision, on réalise. Il faut réaliser. Les Burkinabés de l'étranger participent à la construction de notre pays. Ils ont leur mot à dire pour la gouvernance de notre pays. Ils rapatrient beaucoup de fonds dans notre pays. Donc, la vie et l'avenir du pays les concernent également. Donc, c'est leur droit, c'est un droit constitutionnel de pouvoir voter et de choisir leurs dirigeants. Donc, cela... nous ne pouvons pas leur retirer ce droit-là. Nous n'avons pas le droit de leur retirer ce droit. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le futur président du Burkina pourrait être le candidat de la diaspora. C'est une diaspora assez importante qui est capable, à elle seule, d'élire le président du Faso. La diaspora, c'est des Burkinabés, oui ou non? C'est des Burkinabés. Et donc, si c'est des Burkinabés, au même titre que vous, je pense que vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous auriez pu choisir de rester là-bas et de vous intéresser à la vie de la nation. Vous avez le droit de vous exprimer sur le choix du président ou peut-être des députés de la diaspora. Donc c'est tout à fait normal, c'est votre droit. Vous avez la nationalité, vous avez ce droit constitutionnel que personne ne doit chercher à réduire ou effacer. Alors 2020, justement, c'est presque demain. Vous êtes en train donc de restructurer votre parti. Il y a ce congrès qui s'annonce, mais après le congrès, il doit falloir penser à un candidat pour la présidentielle de 2020. Est-ce qu'on y pense déjà? Parce que là aussi, c'est notre paire de manches. Au moment venu, vous saurez. Le CDP fonctionne avec des instances. Ce n'est pas le président du parti qui choisit le candidat. Une fois que la direction du CDP serait mise en place par le congrès, le 7e congrès, les 5 et 6 mai prochains, ces instances vont certainement gérer le parti jusqu'en 2021. Au moment venu, ils trouveront les moyens de vous trouver des candidats, pas seulement aux élections présidentielles, mais également aux élections législatives et municipales. Eddy Kombouego sera-t-il candidat en 2020? 2020 encore loin pour s'exprimer.
je vous ai dit que ce n'est pas Eddy Komboigo qui se choisit comme candidat, c'est le parti qui choisit le candidat. Et si le parti vous choisissez comme candidat? Mais nous ne sommes pas en 2020 d'abord. Donc c'est difficile de s'exprimer parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Nous allons laisser calmement les instances et le temps faire les choses. Si le temps fait les choses, vous saurez si c'est Eddy ou non, s'il va dire oui ou non. Si le parti vous choisissez, allez-vous décliner je vous ai dit cette invitation? Apparemment, vous n'êtes pas patient. Hein. Vous êtes un intrépide journaliste. Vos militants, les Burkinabés, veulent savoir. Pour se déterminer peut-être aussi. Je ne pense pas que vous allez recevoir chaque militant du CDP pour savoir s'il est candidat ou pas candidat. Pour donner l'équité de chance à l'ensemble. La présidentielle, c'est un enjeu majeur. Pour donner, vos militants veulent savoir déjà comment les choses vont se positionner. Pour donner l'équité de chance à l'ensemble des militants du CDP. Et comme je sais que vous n'allez pas leur poser la question, vous ne les avez pas, vous n'avez aucun moyen de les toucher, nous allons laisser les instances faire les choses. Dans les règles de l'art, comme ça s'est toujours fait au CDP. Mais au moment venu, j'espère que cette année, nous avons expressément demandé au président Kaboré de purger du code électoral l'ensemble des textes d'exclusion. Même si c'est expressément écrit que l'exclusion n'avait lieu qu'en 2015-2016, nous avons dit il faut purger tout cela. Il faut revoir le code électoral. Personne ne soit exclu et les gens aient le même droit de participer aux élections futures. C'est ce qui est essentiel. Ce qui est également essentiel, c'est que le CDP aille aux élections et occupe une place importante dans la vie de la nation, puisse déployer son programme pour le bien-être de Burkinabé. C'est ça l'essentiel. Qui est à la tête et qui fait quoi, c'est secondaire. Mais les militants ont besoin déjà de s'identifier à un leader. Les militants s'identifient déjà à des leaders. Mais pour la présidentielle... Ils s'identifient, c'est vrai. Ils s'identifient. Chaque militant s'identifie. Parce que ça aussi, ça va être déterminant, justement. C'est tout à fait normal. Pouvoir déterminer à temps le candidat du parti pour pouvoir mobiliser les militants autour de cette personne. Non, mais les militants s'identifient d'abord pour le parti. Ils savent que le parti regorge de beaucoup de ressources et qu'on peut sortir n'importe quel militant du CDP ayant des critères de qualité pour aller conquérir le pouvoir en 2020 ou au niveau des élections présidentielles, au niveau des législatives et au niveau des municipales. Et pour 2020, quels pourraient être les atouts du CDP face au MPP, le parti au pouvoir? Sa force, sa mobilisation, son programme rassembleur, sa capacité de ne pas chercher à se venger sur quoi que ce soit, de transcender toutes les injustices que le CDP a subies et de regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup d'espoir, et de travailler et s'organiser à relancer l'économie, à redonner ce que les compatriotes espèrent aujourd'hui et non pas aujourd'hui. Et c'est ce que seul le CDP peut apporter cela. Et nous avons les capacités de le faire et le peuple burkinabé en est conscient. Vous parlez de vengeance, mais c'est la crainte de certains insurgés qui pensent que le CDP, de retour au pouvoir, forcément, il doit falloir pour certains quitter le pays. Vous savez, il y a quelques insurgés qui sont venus déjà nous dire que c'est nous qui avons brûlé votre maison, on est venus présenter nos excuses. Ils ont déjà pardonné. Et chaque fois que nous sortons, nous demandons aux CDPistes, aux militants du CDP, de donner et d'accepter le pardon, d'être tempérants, tolérants, de rassembler, d'unir et de transcender la haine et d'aller vers ceux qui ont peur qu'ils se vengent demain parce qu'ils leur ont fait du mal. Si les populations, si les insurgés se rendent compte qu'in fine, ils se sont trompés, ils ont voulu un changement qui n'a pas donné, mais il n'y a pas de raison qu'ils en veulent encore au CDP et qu'ils aient peur du CDP. Et c'est ce nouveau visage du CDP que nous sommes en train de construire, de donner aujourd'hui. Et c'est ça qui rassemble les foules, pas autre chose.
ni argent, ni quoi que ce soit. C'est l'argumentaire et la capacité de convaincre le programme qui va sortir le Burkina de sa léthargie actuelle. Voter le CDP en 2020, c'est encore garanti la continuité? Est-ce qu'on aura à faire un changement finalement? La continuité de quoi? Du pouvoir depuis... Pas la continuité de la gouvernance actuelle. Non, pas du tout. Ça serait une autre gouvernance? Certainement. Nous avons choisi d'être un parti d'opposition. Nous avons un programme qui, in fine, doit donner le bien-être du Burkinabé. Le bien-être, c'est quotidiennement avoir à manger. Le bien-être, c'est les emplois des jeunes. C'est l'intégration des femmes, avoir du boulot. C'est la santé. C'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'aller et de venir dans la sécurité. Tout cela est conjugué dans un programme où il y aura un développement politique, un développement économique et un développement social. Voilà ce qui va convaincre les Burkinabés à revenir vers le CDP. Et j'en suis convaincu qu'ils reviendront. Parce que ce que nous disons, nous faisons. Je suis un self-made man, ils le savent. Je ne sais que compétir. J'ai compéti toute la vie. J'ai compéti. Tantôt je gagne, tantôt je perds. Mais je ne baisse jamais les mains. Et les militants du CDP savent qui je suis. Et savent qui sont les autres militants du CDP, savent qui sont les membres du bureau du CDP. Ce sont des battants et des combattants intrépides. On vous écoute, on sent déjà le président, là, le candidat du parti. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Tous ceux du CDP, du bureau du CDP pourraient dire la même chose que moi. D'accord. On est en fin d'émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Juliette Bonkongo. Une militante courageuse qui a fait son temps avec le président Blaise Compaoré et qui nous sert toujours dans ses conseils. Vous savez que c'est une juriste. Elle fait bien son travail. Blaise Compaoré? C'est l'homme qui est sorti la manière la plus injuste, après avoir donné tant de sa vie à construire notre pays. Il méritait mieux. Et il restera pour nous une référence. Pour terminer, Rochma Christian Kaboré? C'est un chef d'État qui a la volonté de faire, mais il pense qu'il faut davantage. Et nous l'invitons surtout sur le chantier de la réconciliation. Et c'est là où on l'attend. On souhaite que Dieu l'arme de courage et de force pour qu'il puisse prendre la décision d'aller et de réunir les Burkinabés dans le sens de la réconciliation. Voilà. On est en fin d'émission. On attend donc d'en savoir davantage après le congrès des 5 et 6 mai. Exactement. Vous serez invités et ça se passera devant vous. Nous espérons un congrès réussi, un congrès apaisé, un congrès rassembleur, un congrès qui montre un nouveau visage du CDP, un congrès qui fait du CDP un parti de plus en plus fort, un congrès qui va sortir un bureau de plus en plus conquérant. Nous sommes confiants, nous en avons la foi et Dieu bénira le CDP. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, ce soir, il y avait le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Eddy Kombouigou. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.